Bonjour à tous et toutes. Bonjour, J'espère que bonjour. vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans le chat pour que on soit sûr que tout le monde... Ah, On a super, je plein vois de des likes. pouces. Pas bien, ouais. Salut Axel. Eh ben, hyper contente aujourd'hui de faire ce rôti de mamie avec Nicolas. Et en fait, j'en dis pas plus, Nicolas. Je te laisse commencer. Il est 13h01. On démarre à l'heure comme des agilistes et on Exactement. finira à 13 heures. En tout cas, notre objectif, c'est de finir à 13h45. C'est Voilà. parti, Nicolas. Je te laisse la main. Je coupe mon micro. Yes, merci beaucoup. Donc, je me permets de vous partager mon support. Alors, malheureusement, ah bah, je commence par la fin, excusez-moi. Super. Les aléas du direct. Donc, j'ai rembobiné l'histoire. Merci à tous et toutes d'être présents pour ce moment de partage. C'est un moment euh, hyper intéressant et important pour moi, parce que j'ai vécu depuis 7 ans à Mythique plein de belles choses. Je trouvais intéressant. On dit souvent 7 ans, c'est l'âge de raison ou des moments importants dans une histoire d'amour. Et comme je suis chez Mythique, je trouve que c'est intéressant de le raconter dans ce cadre-là. Euh, Avant de lancer cette histoire autour de comment Mythique est passé d'une fabrique de fonctionnalités à une organisation produit, déjà, merci beaucoup à Yeta. Euh, voilà, vous avez vu et entendu Pauline et aussi Amélie et bien sûr Romain Magri qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, je remercie Pauline et Amélie qui vont m'aider aujourd'hui en relayant les questions et sur certains aspects de l'animation. Merci beaucoup encore de me recevoir. C'est une vraie chance de pouvoir raconter avec vous ce retour d'expérience. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? C'est une histoire qui est relativement dense. J'avais envie de le phaser parce qu'il y a des moments dans cette histoire qui sont un peu structurants. Donc, il y a vraiment deux grandes phases. Comment on est passé d'une fabrique de fonctionnalités à des équipes produits, ça c'est la première phase. L'idée étant de faire une petite pause, de surtout répondre à vos questions sur cette partie-là, puisqu'on se concentre beaucoup sur les équipes. Et sur la deuxième partie, comment on a pu faire évoluer l'organisation sur la partie pilotage et devenir, entre guillemets, une vraie organisation de produits au sens très large du terme. Et pareil, à la fin, on aura une petite phase questions et certainement quelques sondages. Avant de se lancer dans l'histoire et ces moments un peu clés, je voulais juste qu'on s'accorde, ou en tout cas, je vous donne ma perception, ma définition de ce que pourrait être une organisation. C'est souvent quelque chose euh, un peu à l'inverse de concret, hein. Chacun y voit un peu midi à 14 heures. Certains imaginent c'était personnes dans des équipes. Voilà, je voulais juste un peu clarifier ça parce que c'est un mot qui va venir régulièrement et je voulais être à peu près au diapason et vous partager ma vision de ce que c'est qu'une organisation. Déjà, quand on parle de fabrique de fonctionnalités, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, une fabrique de fonctionnalités, c'est globalement, elle privilégie la coordination de projets au sein de son organisation, et elle est relativement complexe, au risque de négliger l'impact réel de ce qu'elle produit. Ça veut dire que globalement, elle passe beaucoup d'énergie à se coordonner et à se concentrer sur sa capacité à organiser ses projets. A contrario, une organisation produit est structurée de manière à être centrique autour de son produit et de ses utilisateurs. Elle est caractérisée, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, sur l'adoption des principes et pratiques de l'agilité afin d'optimiser, et ça c'est très important, l'impact délivré. Voilà. Donc on a vraiment un changement de paradigme qui est très très fort. Il y en a un qui est vraiment dédié à comment je me concentre et rends efficace la gestion de projet, alors que sur une organisation produit, on est plus concentré sur l'impact qu'on souhaite délivrer et comment on va l'organiser de manière très efficiente. J'ai voulu aussi conceptualiser ce qu'on appelle l'organisation produit de Mythique. Pareil, hein, je voulais juste, histoire de comprendre qu'est-ce que je mets dedans et sur quoi je vais m'appuyer pour écrire cette histoire et surtout vous la décrire. C'est que dans cette organisation, on a évidemment une équipe de direction qui fabrique et pilote la stratégie de Mythique, c'est-à-dire globalement vers où va Mythique, pourquoi elle le fait, pourquoi ça a du sens et comment ça va se traduire en termes d'expérience utilisateur. On a les équipes de réalisation dites produits qui fabriquent et délivrent en continu les évolutions du produit et de cette expérience. Et chacune de ces parties, donc on a différents cadres d'organisation. On a celui
dans les équipes qui permet de s'organiser et elle-même en autonomie d'être efficace. Et au-dessus, on a ce qu'on appelle un cadre organisationnel à l'échelle qui permet à toutes les équipes et avec la direction de s'organiser pour que ce système marche de la manière la plus efficace possible. Nicolas, Ouais. je me permets juste de t'interrompre parce que en fait, les participants, en fait, ils sont obligés de slider eux-mêmes dans la présentation. Est-ce que tu pourrais essayer de passer en mode diaporama? Alors, je suis en mode diaporama, je suis désolé. Alors, attends. Donc, on va refaire le partage à ce moment-là directement, peut-être de l'écran, ça sera plus simple. J'avais utilisé la fonctionnalité de votre appli. Ça sera peut-être plus simple comme ça. Oh, génial, je suis obligé de refaire le retour en arrière. Excusez-moi. Ah, Est-ce que là, parfait, ça fonctionne. le problème, c'est tout petit, mais je vais m'en arranger. J'ai des yeux de lynx. Est-ce que c'est en plein écran pour tout le monde? Ça Oui, a c'est l'air parfait. Bon, ben, nickel. tant pis. Je vais Merci. m'adapter, il n'y a pas de souci. Donc j'en étais à l'organisation mythique et comment je la conceptualisais, et surtout pour avoir une vision assez simple du sujet. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette organisation qui permet globalement aux équipes, à la direction de s'organiser de manière efficace, elle était managée et organisée par une communauté de pratiques agiles constituée de mon équipe et aussi de l'équipe PMO. Petit clin d'œil à Samuel qui, je crois, est présent, nous a fait cette illustration très sympathique et qui nous permet d'avoir des super avatars aujourd'hui. Alors, comment on opère une conduite du changement? Il y a différentes manières de le faire. On peut se dire globalement, il y a des étapes, on l'améliore en continu, on lève la tête, on regarde comment ça évolue et on se dit il y a des problèmes à résoudre, ou plutôt on essaie d'avoir une vision très produit de cette évolution et se dire déjà d'abord à quoi sert l'organisation, quelle est sa mission entre guillemets, à quoi elle devrait servir et à quel objectif elle devrait répondre. Donc très rapidement, on s'est accordé sur le fait que l'organisation mythique, l'organisation produit au sens large, elle est au service de la stratégie de l'entreprise. Ça veut dire qu'elle doit être capable de faire avancer mythique dans la bonne direction au bon rythme et que la liaison doit être claire entre la stratégie et la production de valeur. Elle doit maximiser l'impact utilisateur, c'est-à-dire d'être capable de livrer fréquemment de la valeur supervisée, c'est-à-dire que quand on fait évoluer le produit, on doit le faire de manière régulière pour mesurer si on va dans la bonne direction et si on a le bon impact souhaité, les bons critères de succès, si on arrive à les atteindre. Et enfin, elle doit être capable de maximiser son efficacité. Ça veut dire que elle doit être capable de définir quelles sont les bonnes initiatives au regard de la stratégie pour aller de manière la plus efficace faire avancer Mythique et son organisation dans la bonne direction. Ça, c'était vraiment nos piliers qui nous ont permis de nous poser les bonnes questions aujourd'hui, ou plutôt à l'époque, mais on continue comme ça, sur quoi on doit travailler pour être le plus en raccord avec cette mission. Donc, je vais vous raconter 7 ans d'une belle évolution. Je ne serai certainement pas exhaustif et c'est normal, hein, le temps fait qu'il a fallu choisir des moments un peu clés, des moments qui ont permis à l'organisation de franchir des étapes et d'aller chercher vraiment des évolutions lui permettant d'être beaucoup plus efficace sur ce que je vous ai présenté précédemment. Alors moi, je vois, c'est en tout petit, mais bon, globalement, heureusement, je connais le slide. Quand je suis arrivé à Mythique, j'ai eu la chance de participer avec la PMO à différentes phases de Post-it War. Alors, je dis ça parce qu'il y en a énormément. Et en fait, on était souvent réunis à un rituel qui avait lieu toutes les semaines, dont l'objectif était de gérer tous les projets et leurs dépendances, la coordination. Et ce qu'on ne voit pas sur un post-it qui représentait un projet, c'était qu'il y avait évidemment un porteur de projet, mais toutes les sous-équipes qui étaient en dépendance avec ce projet-là, ce qui nécessitait forcément pour qu'on délivre un projet, que tous les incréments sous-jacents arrivent au bon moment, etc. Donc on fait ça multiplié par le nombre de projets, ça devenait vite assez complexe. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Comme tout bon coach agile, quand on rentre dans une structure, on regarde globalement comment les équipes fonctionnent, comment les équipes produits s'organisent, et c'est un très bon moment d'amener du Scrum, même s'il était déjà naissant à l'époque, il y avait eu des phases d'agilisation. C'est un bon moment pour un coach et son équipe
d'intégrer les équipes, de remettre au centre globalement l'utilisateur, comment on construit un backlog, à quoi servent les rituels, quels sont les objectifs de chacun, d'avoir des feedbacks, et pour ça, on a une super démonstration, et de remettre tout ça un peu d'équerre pour redonner de l'efficacité, redonner de l'autonomie aux équipes pour qu'elles puissent s'organiser de manière assez efficace. Et quand je vous parle de démonstration, ça a été un sujet assez vite clé qu'on a évidemment sur lequel on s'appuie encore aujourd'hui, qui était de dire on a autant de démonstrations que d'équipes, et donc on se retrouvait tous les 15 jours globalement à avoir une demi-journée, une journée de démonstration. Et ça, quand on a envie que la direction participe, quels que soient les degrés de cette direction, bah, c'est compliqué de les réunir, ça fait beaucoup de temps. Donc on ne les avait pas tout le temps, tout le monde n'était pas présent, ça avait un côté un peu intimiste, alors qu'on aimerait bien que n'importe qui puisse participer et faire des feedbacks. Et donc là, une évolution euh, assez structurante et au final assez simple à organiser, qu'on garde toujours aujourd'hui, c'est que tous les 15 jours, on a ce qu'on appelle une product démonstration, dont l'objectif est que les équipes produits s'inscrivent à ce rituel et présentent l'évolution de ce qu'elles produisent et puissent avoir des retours des différentes typologies de parties prenantes, direction, que ce soit le care, marketing, etc. Et de pouvoir, eux, se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce que c'est un bon sujet, etc. Et donc, ça a permis de remettre au centre le produit de Mythic, alors qu'à la base, voilà, on est sur un produit de dating, tout le monde n'est pas utilisateur, et donc ça permet de le revoir toutes les 2 semaines et de voir ses évolutions et d'en parler, et surtout de faire des feedbacks. Donc ça, c'était un rituel très important. On a ensuite eu besoin de faire évoluer un rituel assez important, en tout cas particulièrement à l'époque. Aujourd'hui, on l'utilise toujours, mais on a permis de s'en rendre, entre guillemets, moins dépendant. Je l'expliquerai peut-être plus tard, mais on avait ce qu'on appelle un Release Planning Day. C'est un rituel inspiré de Safe qui dit que tous les trimestres, toutes les équipes se retrouvent pour partager leurs projets et surtout émettre ce qu'on appelle les dépendances, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les jolis post-it et les équipes sous-jacentes qui ont des dépendances, et de pouvoir se dire, un projet, j'ai besoin de telle équipe, tel élément, par exemple, côté fabrication sur équipe component back-end, j'ai besoin de cet élément-là, côté front, plutôt cet élément-là, et donc on avait besoin de se coordonner à l'échelle, donc toutes les équipes étaient réunies pendant 1 à 2 journées. Le défaut que ça avait, bah, c'est qu'en 1 à 2 journées, les équipes devaient comprendre ce qu'il y avait à faire, avoir une compréhension mutuelle, définir combien ça allait coûter, définir ce qu'on appelle un release plan, c'est-à-dire le prochain trimestre, qu'est-ce qu'on allait faire et quand est-ce qu'on allait livrer tel élément. Et en une journée, découvrir un projet, s'organiser, c'était globalement très complexe. Ça faisait des t-shirt sizing qui étaient en mode triple XL, qui globalement reflétaient qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et donc, ce qu'on a eu comme proposition, c'était d'éclater en fait ce rituel en plusieurs petites journées, et que entre chacune de ces journées, donner du temps aux équipes pour qu'elles puissent appréhender les sujets, avoir des workshops, les creuser, discuter avec les autres équipes. Et donc, on a permis d'élever énormément la maîtrise des sujets, la maîtrise des dépendances et mieux se coordonner. Ça, c'était une très belle évolution. Ensuite, une fois qu'on avait réussi à bien préparer nos sujets, on s'est dit globalement, une étape importante, c'était l'autonomie des équipes. Quand on parle de dépendance, évidemment, on sait que si on veut délivrer à un moment notre sujet, il faut qu'on appelle telle équipe, qu'on se coordonne, c'est pas très efficace, on perd du temps, on perd de l'énergie. Et donc, on a voulu créer des équipes qui étaient beaucoup plus autonomes. Et donc, on est passé d'une logique de plateforme, c'est-à-dire iOS, Android, mobile, web, etc., avec des équipes componentes où elles étaient toutes en dépendance, interconnectées. On a voulu créer un système où une équipe qui globalement était maître d'une fonctionnalité, donc une feature team, et quand je dis une feature, c'est quelque chose de relativement macro, hein, c'est des pans de l'expérience utilisateur, et que dans chacune des équipes, on se retrouve toujours avec un développeur de chaque plateforme, ce qui permet à un product owner de pouvoir définir fonctionnellement une feature et qu'on puisse la déployer de manière relativement synchronisée entre les différentes plateformes, et surtout que fonctionnellement, elles aient toutes globalement la même façon de fonctionner, les mêmes descriptions fonctionnelles. C'est assez important parce que ça, c'était un écueil qu'on avait, c'est que forcément, quand on se retrouvait sur une même fonctionnalité, 4 product owners,
c'était difficile d'avoir en plus une certaine cohérence d'expérience entre les plateformes. Donc, on a voulu aller chercher tout ça. Et c'est pour cette raison qu'on a nous-mêmes fait le choix à un moment de switcher vers des feature teams. Mais ce qui nous a permis, par ce biais, en diminuant la complexité, c'est comme tout le monde, on s'est dit à un moment, le discovery, tout le monde en parlait, on a parlé d'impact team, on a voulu nous-mêmes essayer, on a voulu en faire parce que c'était légitime à un moment de se dire, est-ce que ce qu'on imagine pour l'utilisateur, est-ce que c'est le bon sujet? Est-ce que c'est au final pas une hypothèse? Comment on va expérimenter? Et donc, c'est à partir de là où on a commencé à faire nos premiers pas sur ce qu'on appelle le discovery. On a même un framework qui a émergé d'un product owner qui nous a permis comment dire, d'avoir une même méthodologie transverse à toutes les équipes, de pouvoir se coordonner en termes de présentation à la direction sur voilà le case qu'on imagine par rapport à un utilisateur, une feature, etc. Et donc, ce qui nous a donné nos premières expériences de discovery et nos premiers usages. C'était assez puissant, c'était des vrais beaux learning. Mais ce qu'on a constaté, la difficulté, c'était que notre product owner était au centre de beaucoup de choses dans l'équipe et donc avait du mal à faire du discovery, de la préparation, suivre la réalisation et ça prenait beaucoup de temps à ce rôle et au final, il était un peu tiraillé au milieu de toutes ces difficultés. Et donc, ce qu'on a fait, la dernière évolution sur les équipes, ce qu'on a appelé des squads, on les a articulés autour d'un trinôme. Donc, le product owner est devenu product manager puisqu'il est passé plus sur la partie préparation discovery. On a intégré dans ce trinôme un engineering manager dont sa responsabilité est toujours même d'organiser la partie réalisation et donc évidemment participer aussi dans l'anticipation sur est-ce que c'est comment dire là, dans la phase de préparation, est-ce que c'est le bon case? Est-ce qu'on est capable de le réaliser? Est-ce que c'est la bonne architecture? D'avoir une vision technique quand on commence à faire émerger la conception d'une solution. Et enfin, un troisième rôle qui est le product designer, qui lui est très transverse à ces deux moments-là et qui permet de garder une certaine cohérence. J'ajouterai dans cette évolution un moment très important. On a cherché à décloisonner les équipes. Jusqu'à présent, les équipes, elles étaient très orientées feature, c'est-à-dire qu'on avait une équipe qui était dédiée à ce qu'on appelle l'inbox, au profil, au discovery, mais ça ne permettait pas de raconter des histoires sous forme de parcours utilisateur. Et on sait très bien qu'une fonctionnalité, une expérience utilisateur, elle ne se raconte pas à un instant T, elle peut se raconter de manière beaucoup plus transverse, beaucoup plus large à une simple fonctionnalité. On veut pouvoir, par exemple, faire rebondir un apport de valeur sur un autre pan de l'expérience parce qu'on sent qu'il y a une vraie synergie et qu'on veut la raconter comme ça. Et donc, on a décloisonné les équipes très feature team, mais plus sur une logique d'expérience utilisateur. Et donc, aujourd'hui, elles ont la capacité de pouvoir développer n'importe où elles le souhaitent, si c'est dans l'intérêt de l'expérience utilisateur, et de créer comme ça des parcours. Donc ça, c'était une très belle évolution. Et donc voilà, ça c'était la première phase, comment on est passé d'une organisation projet vers des équipes produits. Donc on est passé d'un modèle où globalement on était très orienté sur la delivery et la livraison de ce qu'on fabrique, mais plutôt l'impact utilisateur et où est-ce qu'est l'utilisateur, il devient beaucoup plus au centre des attentions et le succès ne se mesure plus exclusivement sur on est content, on a délivré tel projet, on l'a fini, on va pouvoir en enchaîner un autre, mais plutôt est-ce qu'on a atteint ce qu'on s'était fixé, est-ce que l'impact est vraiment mesurable? Le deuxième point, c'est aussi on est passé d'un modèle de préparation à un modèle éco-conception. C'est-à-dire qu'on était vraiment au début de Meeting, quand je suis arrivé, où la partie produit avait une vision très je spécifie des éléments fonctionnels relativement importants et j'avais une présentation à des équipes de réalisation. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on est plus dans une co-conception pour définir ce qu'il est possible de faire au regard des éléments fonctionnels et c'est une co-création. Et enfin, on a augmenté énormément l'autonomie des équipes en diminuant les dépendances et un certain, par le biais des différents EM, PM, etc., on a augmenté aussi par ce biais l'autonomie des équipes. Et j'ai fini ma première partie sur la première phase. Est-ce que
on a déjà des questions. Je suis désolé, je ne vous vois pas en même temps, donc je vais être obligé de switcher. Oui. bah, je- Vous me dites. Alors, tu as quelques questions. Ouais, Je vais commencer. Donc, si on reprend au début de ta présentation, quand tu parlais de mission, vision, comment sont fixés les objectifs? Est-ce que tu mets en place des OKR? sur cette partie-là? Oui. Alors, ça, c'est vraiment, quand je suis arrivé à Mythic, l'équipe, elle était relativement naissante, l'équipe qui était responsable de ça. Disons que quand on dit OKR, c'est ce qu'on a essayé de décrire au début, de dire, voilà, globalement, on souhaite qu'elle soit au service de la stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quels sont les qui résultent? Bah, c'est une liaison claire entre la stratégie et la production de valeur. On n'avait peut-être pas l'application du framework, mais on savait globalement que les outcomes, désolé, je vais parler un peu de manière, c'est pas très bien anglicisme, mais en tout cas d'utiliser des termes anglais, mais voilà, on avait une intention qui était de dire, on avait des objectifs et on savait globalement comment on allait les réaliser ou comment on allait les mettre en œuvre. Et c'était plutôt comme ça qu'on pilotait notre évolution, même si dans le temps, et je vous montrerai sur la deuxième phase, c'est devenu un peu plus mature. Ok, merci. Ensuite, il y a Yad qui te demande comment mesurez-vous l'impact? Est-ce que tu as quelques exemples en guise de Rex? Euh, c'est marrant, hier je participais à une session qui s'appelle Choc des Titans. On avait la même question, extrêmement légitime. Il y a différentes manières de mesurer l'impact, hein. On peut voir l'organisation de Mythic comme une espèce de grosse boîte. Alors, mince, c'est plutôt l'autre slide, excusez-moi. Voilà, qui délivre globalement des évolutions du produit Mythic. Et donc déjà, en sortie de cette grande boîte, on peut mesurer un certain nombre de choses. Évidemment, il y a la vélocité de l'équipe, mais il y a aussi, quand on a commencé là où on n'était pas bon, la phase de préparation et donc d'anticipation. On a vite constaté que, et c'était légitime, hein, que le temps de préparation, si on mettait les bons rituels au bon moment, permettait aux équipes de bien anticiper, de mettre je mets beaucoup de guillemets, une pression positive sur la direction pour avoir les bons sujets au bon moment. Et cette organisation, cette manière de manager permettait déjà de voir est-ce que globalement tout le monde jouait le jeu, est-ce que les objectifs, les initiatives arrivaient au bon moment et pas au dernier moment. Donc ça, c'était déjà des bons indicateurs de succès. Si on prend par exemple la product démo, ce rituel, il existe toujours, il apporte toujours énormément de valeur. Alors, il a ses faiblesses, hein, c'est pas une sprint review, par exemple. Donc, ça ne permet pas de valider au sens Scrum du terme qu'on a atteint ces objectifs de sprint. Donc, mais à côté de ça, il y a énormément. En général, on réunit entre 70, 80, peut-être même des fois 100 personnes. Donc, c'est quand même un indicateur de ça a de la valeur, ça fonctionne bien. Son format de présentation a beaucoup évolué. On sent que, pareil, les feedbacks ont gagné énormément en qualité, en pertinence. Donc voilà, c'est un certain nombre d'indicateurs. Après, il y en a d'autres qui peuvent être typés très health-check. On voit très bien dans les évolutions de nos health-check, puisqu'on les a adaptés à ceux de Mythic, que la compréhension et la maîtrise des équipes sur leur cadre organisationnel est beaucoup plus mature. On a vu vraiment cette évolution dans le temps. Alors, on ne les a pas laissés tout seuls, hein. On a l'équipe agile et les coachs au quotidien participent à cette montée en puissance et on constate dans un health check, voilà, est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que sur la partie discovery, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien ou dysfonctionne? Et ça nous permet, euh, sur la durée, de pouvoir, comme tout bon produit, tweaker l'évolution de nos évolutions et d'améliorer de manière itérative tous les changements qu'on opère. Donc le health check est un très bon aussi indicateur. Super, merci. Et justement, on pose aussi la question, alors c'est Olivier qui te demande, quand tu parles des équipes, est-ce que tu peux nous préciser justement la taille des équipes? Est-ce qu'on parle plutôt de 40 personnes qui sont réparties sur 7 équipes ou de 300 personnes qui sont réparties sur 50 équipes? Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu la taille? Alors c'est un sujet, alors j'avoue,
Alors attendez, juste, je vais reprendre mon produit en croix, hein. Je caricature, mais globalement, on a une tribe core constituée de 4 squads qui s'occupent de l'espace connecté. Dans chaque équipe, on a 2 développeurs JS, un développeur iOS, un développeur Android. On a un coach transverse, un product designer, un PM, un EM. Voilà comment fonctionne la Tribe Core. On a des équipes components, particulièrement back-end, mais il y en a d'autres aussi à côté, plutôt Ops, ce genre de choses. Là, on est sur l'espace connecté. On a aussi une Tribe qui est dédiée à la partie paiement, CRM, c'est-à-dire relation client, qui fait globalement à peu de choses près la même taille. Donc, si je me souviens bien, la partie produit et tech, on est aux alentours de 180-200 personnes, donc disséminées dans ce modèle organisationnel. Et si je me souviens bien, il faudrait que je demande à Stéphane de notre équipe PMO, mais je crois qu'on est à peu près sur 17 équipes. Ok, merci Voilà. pour ces précisions. Et dernière question, donc Pauline qui nous dit, ça semble magique, n'y a-t-il pas eu des effets négatifs à ces évolutions? Alors, j'aime beaucoup cette question. Non, non, cette question, elle est vachement pertinente parce que, en fait, il n'y a jamais de changement qui n'a pas, entre guillemets, un coût. Alors déjà, il y a le coût de... Vous le savez, hein, quand on met quelque chose en place, on dit qu'il faut quelques sprints pour que l'équipe soit efficace. Bah, c'est un peu la même chose. Donc forcément, quand on commence à tourner l'organisation, qu'on rajoute des choses, bah, faut le temps que ça se mette en route. Donc ce coût, faut l'inclure dedans. Si par exemple on prend les feature teams, on sait que ça nous a fait énormément gagner en cohérence, en autonomie, mais on passe d'un modèle où sur des plateformes team, on avait 4-5 développeurs qui étaient dédiés à une plateforme. Donc, quand ils faisaient avancer une user story ou une epic story, c'était extrêmement efficace. Bah là, forcément, dans une même équipe, on a 1 à 2 développeurs sur une technologie, voire sur une plateforme. Donc, on est sur des rythmes différents. Voilà, il y a pas de magie, entre guillemets. On se dit, tiens, on va passer plateforme team à feature team, ça va être génial. On gagne des choses et forcément, on perd en efficacité sur d'autres aspects. Voilà. C'est comme je vous le disais aussi, la product démo, le défaut que ça a eu, c'est que le rituel, par exemple, de la sprint review, qui est un rituel très important, forcément, il a pas eu les mécanismes qu'on peut retrouver dans une sprint review, qui est de valider un objectif global. Les équipes l'ont un peu perdu de vue. L'idée, c'est quand même de le remettre au fil du temps, mais voilà, ça crée une dissonance. On a 2 rituels qui se ressemblent et c'est pas toujours simple de le manager. Voilà. Peut-être qu'en termes de Ok. timing, je devrais passer à la deuxième Oui. partie. Je peux me permettre juste, il y a Olivier qui a ajouté une petite bonne précision. Est-ce que tu as intégré les équipes infrastructure à cette organisation? Non, Non. malheureusement, non. C'est une vraie bonne question. Je- pour être transparent, c'est difficile. On n'est pas une grande équipe. C'est difficile d'intégrer tout le monde dans les évolutions d'une organisation et surtout, les attentes, les besoins ne sont pas forcément toujours les mêmes. Par contre, ce que je n'ai pas mis, pour avoir travaillé avec eux à un moment, c'était surtout dans une logique d'autonomie des équipes. À un moment, on a voulu passer d'un modèle assez simple, hein. Les développeurs, ils ne mettaient pas en production. Euh, C'était l'équipe Ops qui s'en occupait et une partie spécifique de cette équipe. Donc, c'est à chaque fois qu'un développeur faisait une évolution, il devait demander la mise en production. On savait que ce n'était pas très sain en termes de responsabilisation, que ce n'était pas très efficient parce que la personne qui était responsable de la mise en production comprenait pas forcément ce qu'il y avait dedans. Et donc, par contre, on a opéré une transformation collective sur ce sujet, sur comment donner les moyens aux développeurs de pouvoir faire leur propre mise en production et de pouvoir la suivre. Donc voilà, on on n'a pas forcément intégré globalement cette logique un peu product team parce que c'est pas du tout leur métier, même si je les ai vus récemment et on parle de cadre organisationnel très agile, proche du Scrum, etc., avec une gestion de backlog. Sur la transformation, on était plus sur des équipes produits. Voilà. C'est bon Super, pour toi? merci. Eh ben, avec Oui, plaisir. c'est bon.
Et donc voilà. Donc Mythic a eu la chance à partir de là d'avoir ce qu'on appelle un véhicule incroyable. C'est-à-dire qu'on avait des product teams, mais en fait des product teams, comme tout joli véhicule, ça n'est efficace et bien utilisé que si on a le bon pilote. Et donc la deuxième phase de l'évolution, c'était de mettre un pilotage de l'organisation adapté à son modèle. Et pour ça, on s'est fixé, pour parler tout à l'heure, on parlait de Docker, on était déjà un peu plus précis sur ce qu'on voulait atteindre euh, et quelles étaient les clés de succès, en tout cas sur quoi on devait interagir pour donner globalement un pilotage mature en face d'une organisation produit. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est passer d'un modèle déjà de discussion autour des objectifs. Puisqu'on se dit qu'on a des product teams qui font du discovery, bah, l'idée, c'est pas de leur demander des fonctionnalités développées, mais plutôt d'atteindre des objectifs et de donner le bon cadre associé. De corréler la stratégie avec les capacités de l'organisation. On a souvent eu un peu le défaut de se dire tout est important et de saturer globalement la capacité de réalisation des équipes et in fine de peut-être pas pouvoir atteindre globalement ce qu'on voulait atteindre dans les échelles de temps qui étaient 6 semaines ou trimestres. On voulait pouvoir s'aligner collectivement sur ce qui était prioritaire. C'est facile, hein, quand je dis ça avec des grands guillemets, mais quand vous avez une équipe de direction où chaque directeur dit moi ça c'est important, moi ça c'est important, et globalement, comme je disais, la capacité de production de l'organisation n'était pas corrélée à toutes ces demandes, à un moment, il fallait faire des choix. Et l'idée, c'est que cet alignement ne soit pas fait de manière un peu top-down, c'est le chef qui décide, mais plutôt de se dire collectivement, qu'est-ce qui fait sens par rapport à la stratégie. Et l'idée, c'était globalement, on prenne ces décisions ensemble. On voulait aussi lier la réalisation des équipes à la stratégie. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, avait vraiment beaucoup d'importance parce qu'on était dans souvent des discussions de moi, mon quotidien, ce que je fabrique, je ne comprends pas en quoi ça contribue à la stratégie Mythique, en quoi ce sujet, il permet de faire avancer Mythique dans la bonne direction. Et ça, c'est très important de pouvoir relier et raconter cette histoire. Et enfin, on voulait formaliser un cadre organisationnel d'équipe produit couvrant la préparation. Parce que souvent, le Scrum a beaucoup de force, mais est assez précis dans la phase de delivery, de fabrication et de réalisation. Mais sur la partie vraiment en amont, préparation, voire discovery, voire encore en amont, c'était pas forcément. Il y avait besoin d'éclaircir pas mal d'aspects et on a travaillé dessus. Et donc là, on a opéré une démarche qui était assez différente. Jusqu'à présent, dans la première phase, on était dans une démarche très incrémentale, c'est-à-dire qu'on faisait un pas, on levait la tête, on se disait, bon, c'est vachement bien, c'est quoi la prochaine étape? Là, on savait que tous ces éléments-là étaient liés entre eux. On ne pouvait pas dissocier le pilotage de comment fonctionnent les équipes. Et donc, l'idée, c'était d'avoir vraiment une transformation systémique en appliquant une démarche itérative. Donc la première chose, c'était déjà de mettre en œuvre ce qu'on a appelé le strat to exec. C'est une réunion de direction anticipée, préparée, qui permet à la direction de se réunir et d'anticiper les choses. Ensuite, on savait qu'on devait travailler sur le product flow, c'est-à-dire cette chaîne de valeur qui existe entre ce qu'on peut voir dans des slides, par exemple, et le quotidien des équipes, se dire, voilà, comment tout ça se relie de manière cohérente avec les bonnes étapes, etc. Et donc, il fallait créer une chaîne de valeur consistante. Et enfin, le framework produit, comme je le disais tout à l'heure, on avait besoin d'éclaircir quelles étaient les bonnes étapes, qu'est-ce qu'on faisait à chaque étape, qui était responsable de quoi. Et donc, de manière itérative, tout était lié. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une transformation un peu en lasagne, c'est-à-dire étape par étape, et on allait chercher des étapes vraiment qui étaient interconnectées entre eux ou des enablers d'une prochaine évolution. Donc, dans la phase d'initialisation, dans ce strato-exec qui réunit la direction, c'est que la première phase, c'était un rituel déjà d'anticipation, puisque vous connaissez le principe des quotidiens, la direction n'est pas toujours comment dire, l'agenda, c'est toujours un peu compliqué. Les rythmes sont très élevés. Nous, on est sur un rythme de quasiment 6 semaines. Donc, ça va très vite et c'est pas toujours évident d'anticiper. Et donc, l'idée, c'était vraiment, puisqu'on a une présentation des objectifs qui a lieu tous les trimestres, de pouvoir avoir un rituel où on se pose avec ce qu'on appelle les C-level, les directeurs, pour définir quelle est la bonne stratégie et de prendre le temps d'en discuter. Et surtout, de créer un alignement derrière cette stratégie.
Ensuite, pour construire un product flow vraiment consistant, on a mis sur toutes les équipes ce qu'on appelle un epic management à l'échelle. Ça veut dire que toutes les équipes, souvent, on avait des équipes où leur backlog était relativement à plat, c'est-à-dire beaucoup constitué de user story avec beaucoup de reliquats, des backlogs qui étaient très consistants. C'est-à-dire qu'on gardait, et c'est un grand classique, hein, il y a même des mèmes là-dessus sur Internet où voilà, on a des reliquats de user story qui fait qu'on a du mal à manager globalement ce qui se passe à l'intérieur de notre backlog. Et donc de construire un backlog beaucoup plus étagé entre des macros histoires utilisateurs, des grosses évolutions du produit et qui se redécoupe après en user story. Donc d'avoir déjà ce management avec deux niveaux de granularité. Et enfin, sur le framework produit, on a commencé à formaliser la première partie, celle qu'on maîtrisait évidemment le plus, parce que c'est comme ça, hein, grâce au Scrum, grâce à nos années d'expérience, on sait que sur la partie dite fabrication, phase de fabrication ou de build, il y a beaucoup de choses où on est plutôt à l'aise. Et donc, ça a été la première occasion d'apprendre à formaliser notre cadre organisationnel, de définir quelles sont les différentes responsabilités des différents rôles. C'est-à-dire, par exemple, l'engineering manager qui est plutôt garant et responsable du bon fonctionnement de cette partie, qu'est-ce qu'on attend de lui? Pareil pour les QA engineering, la partie design, les développeurs. Donc on a tout cartographié et ça a été un bon moment de discussion et de formalisation avec toutes ces parties prenantes. Et surtout, ça nous a appris à formaliser quelque chose qui était assez maîtrisé, mais c'était un bon début pour commencer à structurer un cadre un peu plus complexe. Dans un deuxième temps, on a intégré vraiment cette consistance dans le product flow, c'est-à-dire notre capacité à lier les éléments entre eux et d'avoir des discussions beaucoup plus orientées objectifs. Donc, au niveau du strato exec avec la direction, on est passé d'un modèle de discussion sur les initiatives, c'est-à-dire un peu les outputs, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va fabriquer, qu'est-ce qu'on va délivrer aux utilisateurs pour atteindre nos objectifs. Et ben, c'était plutôt l'inverse, c'est de se dire, au regard de la stratégie, quels sont les bons objectifs, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre, et on a plus laissé la partie initiative et solution aux équipes. Sur la partie product flow et chaîne de valeur, c'est là où on a rajouté ce que je vous ai décrivé, cette couche au-dessus du quotidien des équipes et des épiques, on a les initiatives, ensuite les objectifs et ce qu'on appelle les streams, qui sont les grands enjeux stratégiques de l'entreprise, qui sont sur des temporalités relativement longues. Et donc, cette cohérence qu'on a rajoutée en racontant cette histoire permet de créer un flux consistant entre la stratégie de l'entreprise exprimée par la direction et dans les équipes, comment ça va se traduire et comment ça va être fabriqué. Sur la partie framework produit, on a bénéficié de notre expérience sur la formalisation de la phase de fabrication. On a fait la phase de préparation. C'est un peu un terme un peu générique qui couvre la phase de préparation, qui couvre la partie qu'on appelle globalement co-conception, préparation, spécification, etc. Ensuite, la partie discovery. Et enfin, on a rajouté dedans la partie strato-exec. Et donc, pour toutes ces étapes, on a rajouté quels sont les attendus, les questions qu'on doit se poser, les artefacts associés, et encore une fois, les rôles et responsabilités, etc. Ce qui a permis de bien se mettre d'accord sur, encore une fois, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, et ce qui a permis à l'organisation d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus clair. Et enfin, on a rajouté cet aspect très itératif dans notre manière de construire notre stratégie, c'est-à-dire que les discussions, encore une fois, dans ce moment de direction, on a été beaucoup plus challengeant sur les attendus, c'est-à-dire que sur un objectif, on veut savoir et communiquer sur qu'est-ce qu'on attend en termes d'impact, comment on va le mesurer, les critères de succès et surtout ce qu'on appelle le carburant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à, entre guillemets, investir pour atteindre tel objectif. C'est un élément prépondérant dans le cadre d'émergence des bonnes initiatives qui nous permet de définir est-ce qu'on est sur le bon cadre de jeu, est-ce que le ROI
qu'on investit, le retour sur investissement, est-ce que ça va être le bon? Et sur les équipes, on a intégré beaucoup plus fortement cette logique de développement itératif en s'appuyant sur une pratique reconnue qui s'appelle le story mapping, qui nous permet sur toutes nos initiatives de ne pas être dans une logique un peu, je caricature, cycle en V, mais d'être capable, en co-conception avec toutes les bonnes parties prenantes, tech, produits, etc., de définir quelles sont les bonnes étapes. Alors, on a différentes versions qui émergent. Alors, évidemment, le minimum viable product. On a les différents parcours utilisateurs. Ça nous crée un bon backlog. Et on sait qu'en fonction de ces versions, si on est capable d'être dans une logique à maîtriser le carburant et de pouvoir, si on arrive à, entre guillemets, contenir cet investissement, pouvoir le garder pour de futures évolutions et prendre en compte des retours de mesures liées à des livraisons, retours utilisateurs, etc. Donc ça, c'est important. Et donc, vous voyez, tout était lié et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un pilotage qui est beaucoup plus orienté sur l'impact et sur une livraison qui raconte beaucoup plus d'histoires utilisateurs qui sont délivrées en continu. Donc, voilà un peu le résultat final. Alors, c'est un des aspects, c'est un peu le plus gros artefact qu'on ait aujourd'hui, c'est la description de notre framework. Donc, vous voyez, on retrouve toutes les étapes, on retrouve tous les rôles associés, les artefacts qu'on construit à chaque fois, et comme je vous disais, les questions, la formalisation d'une initiative, à quel moment intervient les wireframes, à quel moment intervient les maquettes, quels sont les rôles qui sont mandatory, enfin pas mandatory, mais quels sont les rôles et responsabilités en fonction de ces étapes. On a des rituels associés qui permettent de valider ou pas que l'initiative au regard de l'objectif est la bonne et son implémentation a le bon, respecte le cadre, etc. Et ça permet de rendre l'organisation beaucoup plus efficace pour un delivery beaucoup plus fluide et itératif. Et le dernier point pour les grands connaisseurs, je pense que certains reconnaissent Jira, ça nous a permis de créer ce qu'on appelle un product portfolio management, c'est-à-dire dans Jira, on retrouve évidemment les équipes, leurs projets. Dans leurs projets, ils ont leur backlog, ils ont leurs épiques et leurs US, mais on a, et c'est une fonctionnalité qui est assez courante maintenant dans Jira, c'est ce qu'on appelle la fonctionnalité de plan, qui permet de rajouter cette couche au-dessus, que nous on appelle strat en fait, et au-dessus des épiques, on a les initiatives, les objectifs et les streams associés. Et donc, sur chaque objet, on a une description, on a les attendus, les critères de succès, ce qu'on cherche à avoir, les outcomes, les outputs. Et ça permet d'avoir un référentiel de ce qui va être construit et une liaison qui donne du sens au quotidien des équipes et ce qu'elles délivrent. Je vois que le temps passe vite, je vais aller assez vite. Moi, ce que je retiens, c'est un peu des tips que je vous donne. En tout cas, moi, les clés qui ont été importantes dans cette évolution, c'est que déjà, le management organisationnel est forcément systémique. Ça veut dire que quand on touche à un aspect de cette évolution, il y a forcément des évolutions, ça va forcément impacter d'autres parties de l'organisation et il faut la prendre en compte et il faut le manager. La force du sponsoring, c'est hyper important. Ça veut dire que, par exemple, nous, l'équipe Agile, on avait un rituel dédié avec la direction qui donnait un état des lieux de nos évolutions et surtout de celles à venir. Et on faisait ce qu'on appelle du buying, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où on validait que les prochaines évolutions avaient du sens. Et ce sponsoring, ça paraît bête, mais c'est ce qui nous permettait de nourrir les évolutions et d'être sûr qu'on allait dans la bonne direction. Parce que si la direction n'était pas à l'aise, et ça m'est déjà arrivé, c'est compliqué à organiser après, ça ne fonctionne pas forcément bien, parce qu'elle-même, la direction, a un impact sur l'organisation. Et donc, il faut que globalement, tout interagisse de manière efficiente. Ne pas aller trop vite. Si on veut aller trop vite, si on rate des étapes, on rate une compréhension profonde, peut-être d'une pratique, peut-être d'une organisation, peut-être. Et ça, c'est problématique parce que ça génère une sorte de dépendance à celui qui la met en place. Et c'est forcément, ça ne crée pas un système qui est résilient, ça devient un peu fragile. Du pragmatisme, il faut vraiment en avoir. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le product management, mais quand on dit pragmatisme, c'est à tous les moments, une organisation elle doit être adaptée à une culture, à une façon de faire d'une organisation, son produit.
Et il faut pas hésiter à un moment à faire ce qu'on appelle des trade-offs, c'est-à-dire j'investis sur ça et entre guillemets, j'insiste pas sur ça parce que j'irai peut-être le chercher plus tard. Et donc, il faut être pragmatique, c'est ce qui permet d'avancer de manière naturelle. Et le dernier point, mais c'est toujours assez classique chez les coachs, mais c'est important, c'est ne pas infliger de l'aide. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Si l'évolution n'est pas légitime, c'est qu'on a raté quelque chose. Et je finirai très rapidement sur nos prochaines étapes. On sait qu'on doit, puisque les dernières étapes de l'évolution sont des choses qui sont relativement subtiles et complexes, ça touche à des parties de l'organisation assez hautes. Il faut qu'on continue à renforcer le cadre, nos pratiques, nos outils, qu'on continue à renforcer l'autonomie à tous les niveaux, que ce soit les équipes, la direction, pour que plus les équipes sont autonomes et responsables, plus elles sont efficaces. Il faut que la culture de l'amélioration, ce ne soit pas des étapes, mais plutôt quelque chose en continu. Quand on dit recherche d'excellence, ça veut dire qu'on cherche toujours à être meilleur. On ne peut pas l'atteindre, mais le principe et le mindset, la culture on se dit, ouais, il y a des trucs qui sont chouettes, et j'essaie de les intégrer, je teste. Et ce dont je crois, c'est que la culture Lean, c'est quelque chose qui va petit à petit s'intégrer naturellement, c'est-à-dire être capable de faire le juste nécessaire, que ce soit dans nos fabrications de nos fonctionnalités, notre expérience utilisateur, être capable de définir vraiment le minimum pour avoir le plus d'impact. Et cette culture qui existe très fortement dans le Lean, je pense qu'elle va petit à petit se réintégrer dans nos cultures organisationnelles. Deux dernières choses, je vais aller très vite. Comme vous avez pu le constater, on a organisé, animé, managé cette organisation sur une logique très produit, c'est-à-dire avec des utilisateurs, on a essayé d'itérer, que ce soit incrémental ou faire de l'itératif. On avait une vision et c'est quelque chose de super important. Je pense que c'est une méthode, la méthode du management de produit, qui est très adaptée aux éléments complexes et une organisation, évidemment, c'est extrêmement complexe. Et donc, le manager comme tel, c'est extrêmement puissant. Et je remercie tout le monde. Alors, c'est idiot de dire ça, mais ça me paraît, c'est le dernier point qui me semble important. Évidemment, l'équipe dans laquelle je fais partie, mais surtout aussi, quand je parlais de sponsoring tout à l'heure, beaucoup de parties prenantes ont joué le jeu, soit de faire confiance, soit de participer, soit de porter, et que ce soit des équipes qui ont testé des choses, par exemple avec le Discovery, que ce soit des directeurs qui ont pris le temps, malgré les enjeux business, d'investir sur des évolutions. Ça peut pas se faire si le focus est 100% business. À un moment, il faut savoir investir et je pense que toutes les parties de l'organisation, quand elles prennent le temps d'être meilleures et d'investir, c'est comme ça qu'on arrive à être plus fort et plus efficace. Voilà, j'ai fini, j'ai fait le tour. Merci beaucoup, je crois que j'ai... Merci Nico. Alors on a deux questions quand même. Je ne sais pas si il est 13h49 pour ceux qui veulent rester pour les deux dernières questions. Si ça vous va, on finit comme ça. Et un petit sondage pour avoir votre feedback à tous. Ça peut être trop cool. Peut-être Amélie, tu peux poser les questions et puis j'envoie le sondage en même temps. On finit Yes, comme ça. Merci pour tout Nicolas. ça J'ai coupé marche. le micro. Alors, en question, donc tu parlais de l'importance du rôle des pilotes. Quels critères définissez-vous pour les choisir? Alors, quand tu dis c'est pilote, c'est ça? Des pilotes, oui, c'est Yates qui te demande ça. Tu Alors, quand, parlais de l'importance du rôle des pilotes. par Quels les pi- critères définissez-vous pour les choisir? quand on entend, s'il peut juste compléter, quand on entend pilote, c'est par rapport à la métaphore de l'avion ou... Désolé, Ça marche. Bah, je le laisse compléter Ouais, dans le je veux chat. bien, désolé. Et Excuse-moi. puis en attendant, je te propose qu'on prenne l'autre Ouais. question de Julien. Quel outil ou widget de feedback utilisateur avez-vous utilisé dans le cadre d'amélioration de votre produit? Donc lui, il te dit que nous utilisons WeLoop en interne connecté à Jira. Alors, quand on entend, euh, c'est sur des feedbacks sur le produit qu'on délivre ou sur l'organisation et le fonctionnement de l'organisation? Alors, c'est feedback utilisateur dans le cadre d'amélioration de votre produit. Alors, Mythic, on est plutôt bien équipé sur la prise en compte des feedbacks utilisateurs. Alors, tout est perfectible, hein, mais je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. On a ce qu'on appelle
Empathy Session où on voit des utilisateurs, on leur pose des questions, c'est les PM qui sont en phase 2 avec des designers pour leur poser plein de questions. On est plutôt très bien équipé en data, c'est-à-dire qu'on a un data warehouse avec des outils associés qui globalement nous retournent pas mal d'infos utilisateurs. On a évidemment Google Analytics et j'ai oublié le nom du dernier qu'on utilise, Content Square. On a pas mal de choses. C'est jamais parfait. Et puis on a le CARE. J'oublie évidemment le CARE qui, lui, il y a quand même pas mal de gens qui appellent pour dire des trucs souvent cool et aussi pas cool. Donc ça fait partie des remontées utilisateurs qu'on a régulièrement et qui sont parcourus par les différentes équipes produits. Ok, merci. Alors, si on reprend la question de Yad, donc tu parlais de l'importance du rôle des pilotes. Quels critères définissez-vous pour les choisir? C'est effectivement, tu sais, au tout début de ta deuxième partie, quand tu présentais l'avion, en effet, waouh, on a un super bolide. Ouais. Il faut le bon pilote. Alors, le pilote, c'est la direction. Donc, on ne choisit pas sa direction. C'est entre guillemets, c'est euh, euh, c'est assez simple. Chez Mythic, la direction est constituée de deux C-level, en tout cas pour cette partie-là, qui sont Chief Product Officer et Chief Technical Officer, et c'est tout leur N-1, les directeurs associés, qui managent les équipes et les tribes qui sont en dessous. Donc l'équipe pilote, en fait, c'est cette équipe de direction constituée de ces deux niveaux qui définissent globalement quelle est la stratégie et comment on va aller l'opérer derrière. J'espère que ça répond à la question. Pas d'autres questions? Après, j'en avais une autre qui est entre les deux parties de Denis qui demande qui est entre la tech et le produit à l'ownership du delivery. Alors, si on dit delivery, aujourd'hui, avec l'évolution que j'ai racontée tout à l'heure, c'est plutôt la tech. Et quand on parle de delivery, c'est un... Je vais remontrer ce qu'on a décrit là. C'est un scope qui dépasse le build, hein. C'est-à-dire que le delivery, il commence assez tôt. Il commence même dans la phase de préparation et de co-conception, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à décrire comment on va réaliser. Et parce que dans le comment on va réaliser, il y a tout ce découpage qu'on retrouve un peu dans le story mapping, qui permet de construire un backlog, comment on découpe les assets techniques, mais d'un point de vue utilisateur. Et évidemment, l'équipe de réalisation participe à cette partie-là. Et quand on rentre vraiment, entre guillemets, dans le dur du sprint où on fabrique, c'est l'EM qui prend le relais de l'organisation, d'être un peu le servant leadership pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Après, ce que je mets dans mon propos, c'est qu'on a des équipes très euh, pluridisciplinaires, mais derrière, il y a des release trains où on a aussi des tech leads qui sont responsables du bon fonctionnement de la dernière partie de la fabrication qui est la livraison en production. Et justement, Anna te demande, y a-t-il un intérêt à distinguer les postes de PO et de PM dans cette organisation? Alors, c'est de ma faute, il n'y a plus de PO, on a plutôt, dans l'évolution des squads, retravaillé le rôle de PO en PM avec des responsabilités relativement claires. Souvent, le PO, on le retrouve comme ça dans les organisations, c'est quand il n'y a pas de M, il est très malheureusement orienté delivery, parce que c'est un peu le leader de l'équipe, je ne vais pas dire chef de l'équipe, mais il y a en tout cas, à Mythic, c'était un peu le man in the middle, c'est lui qui s'occupait de tout, et on a voulu dissocier ça pour lui donner du temps de préparation. Et donc, on a voulu par la même occasion changer le type de ce rôle pour qu'il soit vraiment axé utilisateur, préparation, discovery, anticipation, et donc on n'a plus de product owner. Très clair. Et écoute, j'ai une dernière question de Julien qui demande qui ou quelle équipe était en charge du data management pour répondre aux cas d'usage et quelle était votre gouvernance data? Si on avait une. Jean-Marc Sorin, es-tu Ouais. encore là? Je crois que c'est un directeur qui normalement a participé. Euh, c'est une équipe dédiée, évidemment, elle fait partie de cette organisation. C'est une partie sur laquelle j'étais euh, moins, comment dire, euh, ça fonctionnait bien, ils n'avaient pas forcément besoin de nous. Et le cœur de l'équation, c'était de faire évoluer les équipes produits. Évidemment, cette équipe qui est managée par Wilfried,
est toujours raccordé à l'équipe produit. Son pilotage, en fait, il participe. C'est un peu comme une équipe. Alors, je vais certainement dire des bêtises et je vais me faire attraper par la police, mais c'est une équipe qui euh, s'occupe de tous nos algos, de la data, de superviser si ça fonctionne bien. Alors, déjà, on en a deux, hein. Il y en a une qui est dédiée à globalement l'analyse et une qui s'occupe de construire nos algos. Et en fait, la construction des algos est portée par cette équipe, mais aussi par la partie produit en fonction des sujets. Et, euh, et en fait, c'est une co-animation sur il faut que tel algo il puisse atteindre tel objectif. C'est fait avec son manager, enfin le directeur associé, et c'est l'équipe qui le fabrique avec aussi des développeurs, des engineering développeurs dédiés à la data qui implémentent les algos. Donc c'est une organisation qui est un peu différente du reste, mais c'est une organisation qui est très très proche du produit parce que les algos sont intrinsèquement liés au produit et à l'expérience utilisateur. Voilà. Je crois qu'on peut. Ah ben Jean-Marc valide ce que tu viens de dire. Jean-Marc, c'est assez bien résumé. Et ben, je crois que on clôture sur ces jolis mots. Merci à tous d'avoir été présents. Merci énormément Nicolas, à toute l'équipe de Mythique. Merci à vous surtout, merci à Yeta. À Merci à votre Amélie. écoute surtout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Livestorm vous renvoie normalement aussi l'enregistrement au besoin. Oui. Merci à N'hésitez pas à me tous. Bonne journée. N'hésitez pas à me Oui, contacter sur LinkedIn. Merci beaucoup. Merci Yeta. trop bien. Merci Merci à Amélie. tous. Merci à toi, Bonne journée, Nicolas. bon Merci tout le week-end. monde. Salut tout le monde. Salut. Ciao.